Voilà, ouvrons peut-être le dossier le plus explosif, un des plus explosifs depuis le début de cette guerre en termes d'espionnage et de révélation. C'est une énorme fuite, très grave pour l'Allemagne. Oui, en fait, le Kremlin écoute les officiers allemands. L'interception d'une conversation entre 4 officiers qui débattent sur la destruction du pont de Crimée fait scandale. Le ministère de la Défense allemand valide la véracité, en tout cas, de l'enregistrement diffusé en premier lieu par la propagandiste russe Margarita Simonian. La discussion, elle tourne autour de la destruction du pont de Crimée. Il s'agit de savoir si les Taurus allemands pourraient le détruire. Écoutez. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près, et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un trou et endommager le pont. Et avant de faire des grandes annonces, nous devons... Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À quelle vitesse pourrons-nous les entraîner? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Il faut aussi leur fournir données de la cible, nous les avons. Mais quand il s'agit d'objectifs aussi petits, il faut un peu plus de précision que sur le tableau de bord. Quand il s'agit d'objectifs confirmés, tout est plus facile et relativement rapide à planifier. Bonjour à vous Xavier Titelman. On est ravis de vous avoir pour tenter un petit peu de démêler le vrai du faux dans tout cela. On rappelle que selon Margarita Simonian, patronne de RT et Russia Today qui a rendu public ses enregistrements, et on va voir son tweet dans un instant, il s'agit de plans pour attaquer le pont de Kerch avec des missiles Taurus. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, Xavier. Oui, effectivement. Alors, en plus, je vais préciser, moi, j'étais préparateur de mission sur Rafale. Et là, c'est exactement ce dont ils parlent. Ils sont en train de parler de comment est-ce qu'ils préparent, oui ou non, la capacité des Ukrainiens à tirer éventuellement sur le pont, sous réserve, évidemment, qu'ils leur transfèrent les missiles. Il faut comprendre qu'il y a les systèmes dans lesquels des logiciels de préparation de mission, c'est assez complexe. Il faut que les Ukrainiens soient formés pour s'en servir. Ça, a priori, c'est un transfert qui n'est pas compliqué, c'est des ordinateurs. Mais ensuite, il faut que les missiles aient eux-mêmes une sorte de base de données mondiale dans laquelle le relief, les cibles, les objectifs soient enregistrés, par exemple avec des photos qui permettent de faire une reconnaissance de l'image avant d'aller le striker. Donc c'est plutôt sur cet élément technique, j'ai l'impression qu'ils sont en train de discuter. Est-ce qu'on fournit aux Ukrainiens à la fois la base de données, la cartographie, les positions GPS très précises, et après se pose un autre problème. Si c'est tiré à partir des Sukhoi 24, c'est-à-dire les appareils soviétiques ukrainiens qui sont utilisés aujourd'hui pour lancer les missiles français Scalp, il y a une précision qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les centrales à inertie et les systèmes hybridés GPS tels qu'on a avec nos avions à nous. Et donc, il y a un décalage qui peut être de 1, 2, 3 mètres sur la cible, ce qui est suffisant pour taper un pont sur le tablier, mais ce qui n'est pas forcément suffisant pour taper sur les piliers. Et à ma connaissance, c'est pour cette raison-là que jusqu'à aujourd'hui, même si les Ukrainiens ont la capacité en termes de distance de taper sur le pont de Crimée, parce qu'ils ont tapé juste à côté, ils n'ont pas aujourd'hui visé les piliers du pont qui sont la seule façon de le détruire. En fait, c'est une discussion technique qui a fuité, Oui. discussion technique entre officiers qui tentent de savoir à quel point ils peuvent éviter cette fameuse co-belligérance dont le chancelier allemand ne veut absolument pas. En réalité, c'est bien de ça dont il s'agit, vous le confirmez. La co-belligérance, de toute façon, elle n'existe pas. On se contente de fournir du matériel. Les Ukrainiens sont libres de les utiliser. Quand la Russie, quand l'URSS fournissait des armes au Vietnam ou à la Corée du Nord, elle n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. Nous faisons une opération logistique spéciale. Nous fournissons du matériel à un allié qui est agressé. On ne sera jamais co-belligérant tant qu'il n'y aura pas un soldat qui utilise lui-même une arme. On pourrait être sur le terrain pour faire du déminage, pour faire de l'instruction, pour faire du sauvetage. On ne serait toujours pas co-belligérant tant qu'on n'a pas un soldat de l'OTAN, français, allemand, qui appuie sur un bouton pour tuer un Russe. C'est pourtant de co-belligérance, c'est pourtant ce dont nous a traité Olaf Scholz en début de semaine à demi-mot. On va y revenir, on va le réentendre. Bon, il est aussi question de Rafale dans un de ces enregistrements diffusés par Margarita Simonian. Il faut faire attention là, parce que cet enregistrement n'est pas confirmé, enfin cette traduction n'est pas confirmée à cette heure, Xavier Titelman. Oui, alors par contre, l'idée d'intégrer le Taurus sur le Rafale pour que ce soit les Français, parce que nous, on n'a aucune raison de transférer des Rafales à l'Ukraine, on en manque déjà des avions de chasse.
Donc il n'y a aucune chance qu'on intègre ce missile pour pouvoir ensuite le tirer. Si on voulait, la France, décider de tirer et de détruire le pont de Crimée, on pourrait le faire avec les Rafales et nos propres missiles Scalp. On n'aura absolument pas besoin du Taurus. Et ça, c'est une retranscription écrite. Il n'y a pas d'oral dans ce domaine-là. Donc à mon avis, c'est totalement faux et c'est totalement impossible en l'état des lieux. La France ne deviendra pas co-belligérante. Là, pour le coup, ce serait de la co-belligérance. Elle ne transmettra pas de Rafale et on n'intègre pas les Taurus sur le Rafale. C'est quand même effectivement dans un contexte, on s'en souvient, bien évidemment, où Olaf Scholz explique tout d'un coup, au détour d'une phrase, que la France et la Grande-Bretagne, au fait, sont beaucoup plus impliquées qu'on ne l'avait dit dans cette guerre en Ukraine. C'était en début de semaine, on réécoute le chancelier allemand, après bien sûr les déclarations d'Emmanuel Macron parlant de l'envoi possible un jour de troupes en Ukraine. On réécoute Olaf Scholz. Il s'agit d'une arme de très grande portée, et ce que les Britanniques et les Français font en matière de contrôle des cibles et d'accompagnement des cibles ne peut pas être fait en Allemagne. Tous ceux qui ont eu affaire à ce système le savent. Ce qui manque à l'Ukraine, ce sont des munitions à toutes les distances possibles, mais surtout pas ces munitions en provenance d'Allemagne. Bon, Xavier Titelman, il nous avait un peu jeté sous les roues du bus quand même là, Olaf Scholz, avec ses déclarations. Non, ça veut pouvoir dire aussi qu'on est capable, nous, avec notre technologie, de fournir un missile qui n'aurait pas certaines cibles. C'est-à-dire qu'on serait capable, par exemple, de retirer la Russie, la Biélorussie de notre système, ce que les Allemands ne sont pas forcément capables de faire. Je ne sais pas les éléments techniques qu'il a en sa disposition pour expliquer ça, mais nous, quand on fournit un système... Le grand public ne les a pas non plus, Xavier. Ce qu'il entend, c'est ce qu'on entend tous. C'est-à-dire qu'on est bien plus impliqué dans notamment la désignation de ces cibles qu'on ne l'avait dit jusqu'ici. Non, ce qu'il dit, c'est que la France peut fournir un système pour que les Ukrainiens soient totalement autonomes sans qu'on ait besoin de contrôler derrière ce qu'ils fassent, en ayant la possibilité de retirer les cibles qui ne nous arrangent pas. Par exemple, on sait que les systèmes sol-sol américains, quand ils ont été fournis, les HIMARS, ils ont été bridés pour ne pas pouvoir rentrer des coordonnées de GPS qui soient sur le territoire russe. On sait que les Américains ont bridé leurs HIMARS pour qu'ils ne soient utilisables que sur le territoire ukrainien occupé. C'est certainement la même chose qu'on est capable de faire avec nos missiles, mais que les Allemands ne sont peut-être pas capables de faire de leur côté. Et une petite distinction également, Olaf Scholz ne s'oppose pas à la fourniture de systèmes Taurus. Il dit qu'il ne veut pas que des soldats allemands soient associés à la destruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ils ne sont pas capables de fournir le système pour que les Ukrainiens soient totalement autonomes. Peut-être que c'est ça la distinction. Eux, ils ne peuvent pas transmettre certains éléments techniques de leur base de données. Alors, c'est peut-être vous ce que vous comprenez, Xavier, c'est pas ce que tout le monde a compris. Je répète les propos d'Olaf Scholz, ce que les Britanniques et les Français font en matière de contrôle des cibles et d'accompagnement des cibles ne peut pas être fait en Allemagne. Patrick Gautras. C'est-à-dire le contrôle des cibles, ça peut être simplement l'exclusion de certaines cibles parce qu'on interdit dans notre logiciel de les viser. Alors, il a donné plus de précision, Olaf Scholz, sur cette opposition sur laquelle on s'interrogeait avec Xavier Titelman notamment. On écoute Olaf Scholz. C'est une arme qui n'est même pas la plus puissante. Mais le Taurus a une portée de 500 km. Et si cette portée est mal utilisée, elle peut atteindre une cible concrète quelque part à Moscou. C'est une arme pour laquelle la question « qu'allons-nous en faire et comment l'utiliser » ne peut pas être prise à la légère. C'est même pas l'arme la plus puissante, nous dit-il, comme pour nous dire, vous savez, les Ukrainiens n'ont peut-être même pas tant besoin que ça. Bon, Xavier Titelman, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre? Mais en fait, nous, on a restreint la portée de nos missiles, les Français avec le Scalp et les Britanniques avec le Storm Shadow, pour qu'ils ne puissent pas dépasser les 300 km. Nous aussi, on peut avoir des missiles qui vont à 500 km, mais dans le cadre des traités de non-prolifération des armements stratégiques, on les a réduits. Est-ce que les Allemands sont incapables de réduire la portée de leurs missiles? C'est peut-être aussi une explication pour laquelle ils ne veulent pas fournir ces Taurus, parce que dans ce cadre-là, ils ne respectent plus les règles internationales, même si les Russes, évidemment, ils violent tous les traités qu'ils ont signés par le passé. C'était un peu plus implicite auparavant, ce risque que Moscou soit frappé par les Ukrainiens. Là, il le dit très clairement, il ne veut pas que ces missiles servent à aller frapper Moscou. À votre connaissance, dans votre souvenir, ça avait déjà été dit de cette façon-là? Mais les Ukrainiens frappent Moscou depuis plus d'1 an maintenant avec leur système fabriqué localement. Ils ont développé une évolution du système S-200 qui leur permet de tirer à 600 km. Les Ukrainiens, ils l'ont utilisé, c'est la Russie qui donne ces distances-là. Donc les Ukrainiens sont en toute capacité de frapper Moscou avec leurs propres équipements. Jusqu'à maintenant, ils ont respecté à 100% tout ce qu'on leur a demandé. Ils n'ont jamais utilisé les armements qu'on leur a fournis pour taper sur le territoire russe. Ils se sont limités au territoire ukrainien occupé. Et aujourd'hui, je pense que l'Allemagne n'est pas en mesure
mesure de restreindre techniquement cette capacité à cibler le territoire russe, et c'est ça qui les gêne aujourd'hui. Ouais. Et il pourrait faire confiance aux Ukrainiens aussi, pourrait-on dire. Bon, c'est peut-être pas suffisant. Oui, peut-être pas, effectivement.